L'approche sémiotique du texte consiste à analyser comment le sens se construit dans un texte en s'intéressant aux signes, aux structures et aux mécanismes de signification. Elle ne se limite pas au contenu, mais étudie le langage comme système de signes. Voici les grandes lignes de cette approche. Première sémiotique. C'est quoi? La sémiotique est la science des signes. Elle cherche à comprendre comment les signes produisent du sens dans tous les types de communication, langue, images, gestes, textes littéraires. 2. En quoi consiste l'approche sémiotique du texte? Elle analyse les signes linguistiques, mots, phrases, figures de style, etc. La structure du texte, narration, opposition, progression. Les niveaux de signification. Littéral, ce qui est dit directement. Symbolique, implicite, ce que ça veut dire au-delà du texte. Culturel, référence, valeur, mythe partagé. Troisième. Outils ou concepts clés. Signifiant, signifié, selon Saussure. La forme et le sens du mot. Carré sémiotique, selon Greimas. Outils pour étudier les oppositions fondamentales dans un récit, vie, mort, bien, mal, etc. Actant et schéma narratif, analyse de la structure des actions et des rôles. Isotopie, répétition de champs lexicaux ou de motifs qui créent du sens. Quatrième objectif final. Comprendre comment le texte produit du sens, consciemment ou non, et comment le lecteur l'interprète à travers des codes culturels et symboliques. Cinquième. Les stratégies d'analyse sémiotique. Analyse des symboles et des métaphores. Dans un texte, certains mots ou images peuvent avoir un sens symbolique au-delà de leur sens littéral. Par exemple, une porte pourrait symboliser une transition ou un changement. Les métaphores sont des moyens puissants pour ajouter des couches de signification dans un texte. La syntaxe et les structures grammaticales. L'organisation des mots et des phrases dans un texte n'est pas neutre. L'ordre, les temps verbaux, les choix stylistiques influencent la manière dont le sens est construit. Par exemple, l'utilisation du présent de narration peut rendre un événement plus immédiat, plus vivant. Le système de valeurs et d'opposition. Un texte peut construire des oppositions binaires pour créer du sens. Par exemple, jour-nuit, lumière, obscurité, vivant, mort. Ces oppositions définissent souvent les personnages, les conflits ou les idées dans le texte. Sixième, intertextualité et culture. L'intertextualité. La sémiotique prend également en compte les références à d'autres textes ou à d'autres œuvres culturelles. Un texte peut dialoguer avec des œuvres antérieures, que ce soit des livres, des mythes, des symboles culturels, des clichés, des traditions ou même des événements historiques. Cela enrichit le sens du texte. Le contexte culturel et social. Le sens des signes dans un texte dépend beaucoup du contexte culturel dans lequel il est lu. Par exemple, un texte écrit dans une société patriarcale peut traiter des rôles de genre de manière différente d'un texte écrit dans une société égalitaire. Les valeurs culturelles, les idéologies et les croyances influencent aussi la lecture. Septième. Approche de Greimas et le carré sémiotique. L'un des théoriciens clés dans l'approche sémiotique est Algirdas Julien Greimas, qui a développé le modèle de l'actentialité et du carré sémiotique. Actant. Dans un récit, il y a différents actants, pas nécessairement des personnages. Le sujet, celui qui cherche quelque chose, héros, acteur principal. L'objet, ce que le sujet cherche, princesse, vérité, amour. Le destinataire, celui qui bénéficie de l'objet. L'adversaire, celui qui empêche l'atteinte de l'objet. L'aide, celui qui aide à atteindre l'objet. Carré sémiotique. C'est un outil d'analyse des oppositions et relations entre différents éléments du texte, comme le bien et le mal. Ce modèle permet de décomposer les relations sémantiques et de mieux comprendre les conflits sous-jacents dans une narration.
8. Exemple d'application de la sémiotique. Prenons un exemple simple. La Belle au bois dormant. Actant. Le sujet est la princesse, qui cherche à être réveillée de son sommeil. L'objet est le baiser du prince. Le destinataire est la princesse elle-même. L'adversaire est la méchante fée, qui jette un sort et empêche le réveil. L'aide est le prince, qui sauve la princesse. Opposition binaire, vie-mort. La princesse est morte pendant son sommeil enchanté. Bien-mal, le prince, le bien, contre la méchante fée, le mal. Lumière-obscurité, la lumière du baiser du prince contre l'obscurité du sort jeté par la fée. Cela montre comment les signes, la princesse, le prince, la fée, le baiser, etc., fonctionnent dans un réseau de signification et comment ces oppositions structurent l'histoire. 9e conclusion de l'analyse sémiotique. L'approche sémiotique ne cherche pas à découvrir la vérité cachée derrière un texte, mais plutôt à comprendre les processus de signification à travers les signes. Elle nous aide à analyser comment un texte crée du sens, à travers sa structure, ses symboles, ses oppositions et ses références culturelles. Prenons un conte très célèbre pour faire une petite analyse sémiotique, Le Petit Chaperon Rouge. Premier résumé rapide du conte. Une petite fille va porter une galette à sa grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le loup qui la détourne de sa route, mange la grand-mère, se déguise en elle, puis dévore la fillette. Dans certaines versions, un chasseur vient les sauver. Deuxième, analyse sémiotique simplifiée. A. Les actants, modèle de Greimas. Sujet, le petit chaperon rouge, elle a une mission. Objet. Apporter des galettes à sa grand-mère, acte de soin. Destinataire, la grand-mère bénéficie de l'objet. Adversaire, le loup, il ruse et dévore. Adjuvant, le chasseur, dans certaines versions, ou les conseils de la mère. B. Opposition binaire, carré sémiotique. Bien, mal. La petite fille et sa grand-mère versus le loup. Innocence, ruse. L'enfant naïve versus l'intelligence manipulatrice du loup. Ordre, désordre, la maison, la famille, la mission, troublée par l'intrusion du loup. Vie, mort, les personnages mangés, le retour à la vie dans certaines versions. C. Symbole et signifiant. Le chaperon rouge peut symboliser le passage à l'âge adulte, la féminité, le sang, menstruation ou danger. Le loup représente l'instinct, la sexualité, le danger, la prédation masculine dans certaines lectures, notamment psychanalytiques. La forêt, symbole d'épreuve, d'inconnu, de danger, c'est l'espace hors de la sécurité familiale. La maison de la grand-mère, espace domestique, censé être sûr, mais envahi par le mal. D. Sens implicite, culturel. Selon les versions, ce conte peut être lu comme un avertissement moral, écoute ta mère, ne parle pas aux inconnus. Une allégorie du passage à l'âge adulte, notamment pour les filles. Une critique sociale voilée sur le danger masculin, sur l'éducation des filles. Un récit initiatique, épreuve, perte, transformation, retour. 4e. Lecture symbolique et psychanalytique. Freud, Bettelheim. Certains psychanalystes, comme Bruno Bettelheim, ont proposé des lectures plus profondes des contes, notamment en lien avec le développement psychologique de l'enfant. A. Le chaperon rouge. L'enfant face à la sexualité, au danger. Le rouge peut représenter le sang, donc la puberté, les premières règles. Le conte met en scène un passage de l'enfance à l'âge adulte. La forêt est un lieu de perdition, de tentation, d'épreuves initiatiques. B. Le loup est figure du désir, de la prédation. Dans certaines versions, le loup séduit avant de dévorer, double sens symbolique. Il incarne l'inconnu, parfois l'homme dangereux,
Voir le prédateur sexuel dans des lectures modernes. Il peut aussi représenter l'instinct animal, opposé à la loi et la culture. C. La grand-mère, figure de la sagesse ou du passé. Elle est parfois mangée, parfois sauvée. Cela symbolise la fragilité du savoir ou la rupture avec l'ancienne génération. 5e schéma narratif classique. Le conte suit la structure canonique du schéma narratif. Situation initiale. La mère envoie le petit chaperon rouge chez sa grand-mère. Élément perturbateur, rencontre avec le loup. Péripétie, le loup trompe la fillette, dévore la grand-mère. Climax. Le loup mange aussi la fillette. Résolution. Intervention du chasseur, dans certaines versions. Situation finale, retour à la normale, plus leçon apprise. 6e fonction des personnages, selon Propp. Le folkloriste Vladimir Propp a identifié des fonctions types dans les contes russes, mais elles s'appliquent ici aussi. Le héros, petit chaperon rouge, naïve, puis apprenante. Le méchant, l'agresseur, le loup. Le donateur, la mère qui donne la galette, départ de la quête. Le sauveur, le chasseur, fonction de résolution. La victime, la grand-mère et temporairement la fillette. 7. Morale implicite et explicite. Chez Perrault, version classique française, la morale est très claire et formulée à la fin. Les jeunes filles doivent se méfier des loups. Loup, figure de l'homme dangereux, séduisant mais destructeur. Chez les frères Grimm, la fin est plus optimiste. Le chasseur sauve tout le monde. Le message est plus axé sur l'apprentissage et le courage, moins sur la punition. Analyse logique, sémiotique, mathématique. Premier modélisation des personnages. Soit, C est chaperon rouge. L est égal à loup. M est mère. G est grand-mère. CH chasseur. F égale forêt. Q, quête, aller chez la grand-mère. Deuxième départ de la quête. M to C. Q, G. La mère donne à la fillette une mission, quête, d'aller chez la grand-mère. Troisième. Rencontre et divergence des chemins. C intersecte L dans F. Chaperon et loup se croisent dans la forêt. L est stratégie, ruse. Le loup choisit la voie rapide, L, G, avancée. Quatrième, substitution et menace. L égale G déguisé. Le loup prend la place de la grand-mère. C, G, mais trouve L. Cinquième climax, crise. 6 versions Perrault, L, G plus C. Elles sont mangées. 6 versions Grimm, CH to L et CH sauve, G plus C. L'histoire revient à l'équilibre. 6e morale, équation morale. Naïveté plus désobéissance, danger. Il faut apprendre à prudence, confiance aveugle.